7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour en Grande-Bretagne. Uber a finalement décidé mardi d'accorder à plus de 70 000 de ses chauffeurs le statut de travailleur salarié. Que change ce statut pour les collaborateurs d'Uber? Pourquoi le géant américain a-t-il pris cette décision inédite? Préfigure-t-elle l'émergence d'un nouveau modèle pour les droits sociaux des travailleurs des plateformes numériques? Bonjour Frédéric Fréry. Vous êtes Bonjour. professeur de stratégie à l'ESCP et on vous doit notamment 100 idées impertinentes pour mieux manager aux éditions Harvard Business Review. Les chauffeurs Uber en Grande-Bretagne ont donc obtenu le statut de travailleur salarié. À quoi correspond ce statut? Oui, alors, avant peut-être un ou deux mots sur Uber. Il faut se souvenir que c'est une entreprise qui a été créée en 2009. Et aujourd'hui, il y a à peu près 4 millions de personnes qui travaillent pour eux. Alors pour donner un ordre de grandeur, le plus gros employeur privé au monde, c'est le distributeur Walmart. Et ils ont 2,2 millions de salariés. Alors ce n'est pas des salariés chez Uber, mais c'est pour donner une idée de taille un petit peu. Et Uber est entré en bourse l'an dernier, au mois de mai. Et aujourd'hui, leur valorisation, ce qui pèse à la bourse, c'est autant que les 7 plus grosses compagnies aériennes mondiales. Donc c'est pour donner une idée de cette chose quand même qu'est Uber. Alors, c'est pas tout à fait vrai que leurs chauffeurs ont obtenu le titre de salarié en fait en Grande-Bretagne, parce qu'en fait, il y a deux statuts assez différents en Grande-Bretagne qui sont employee, qui est salarié, et worker, qui est travailleur. Et en fait, ce qu'ils ont obtenu, c'est worker, c'est travailleur. Et c'est pas la même chose. Il n'y a pas de contrat de travail, mais en revanche, il y a un salaire minimum et ils peuvent cotiser en fait à un fonds de pension pour avoir une retraite. Mais en revanche, il n'y a pas de congé payé, il n'y a pas de maladie, de choses comme ça, et de congé maternité ou paternité. Donc c'est une espèce d'entre-deux entre l'indépendant, comme chez nous, le travailleur indépendant, l'auto-entrepreneur que nous avons chez nous, et le véritable employé. Donc c'est un entre-deux qu'ils ont obtenu. Bon, mais c'est malgré tout une révolution, puisque on avait été habitué à un néologisme, Frédéric Fréry, l'ubérisation. Et si l'ubérisation, elle passe par désormais des personnes qui ont, par exemple, le salaire minimum, ça veut dire que ça change tout. Alors ça change beaucoup la flexibilité, évidemment, dont Uber avait fait son modèle économique, ça va de soi. Une chose intéressante quand même, c'est qu'il faut voir qu'il y a eu un épisode aux États-Unis l'an dernier qui a été important, c'est qu'il y a une loi en Californie qui avait été passée et qui justement obligeait Uber à considérer ses chauffeurs comme des employés. Et immédiatement d'ailleurs, on a vu que l'action Uber a perdu 30% en bourse. Donc c'était bien un élément essentiel de leur modèle économique que ce ne soit pas le cas. Et eh bien, Uber a réussi à faire passer un référendum en fait au moment des élections présidentielles américaines. Les Américains votent pour plein de choses en même temps. Et la population de la Californie a refusé en fait cette loi. Et on a vu immédiatement la valeur boursière de Uber augmenter de 30%. Donc on voit bien que pour eux, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Mais le point important dans cette affaire, c'est que pour obtenir ce vote positif de la population, en fait, ils ont proposé en Californie un statut qui est assez proche du statut qui est maintenant celui de worker en Grande-Bretagne. C'est-à-dire qu'il y a des compensations qui ont été proposées. Ce sont toujours des travailleurs indépendants, mais ils ont un salaire minimum aussi. Donc on sent bien que le système est en train de se gripper un petit peu par rapport à la fluidité extrême qui était celle de Uber. Et un autre élément qui est très important aussi à prendre en compte, c'est qu'il y a des concurrents de Uber qui, eux, maintenant ont décidé de carrément salarier leurs chauffeurs. Alors, leurs chauffeurs, plutôt leurs livreurs, parce que ce sont plutôt des gens qui font de la livraison en vélo. Uber a deux grandes activités, c'est les chauffeurs de voiture et les livreurs en vélo, avec Uber Eats. Et un de leurs concurrents, qui est hollandais, anglo-hollandais, Just Eat, Takeaway, eux, ils ont décidé de salarier, en fait, 4500 livreurs en vélo, ce qui est une nouveauté très importante dans cette industrie. Mais alors, il y avait une double singularité dans le modèle d'Uber. Pas de salariés, Ouais. puisque on avait affaire Des auto-entrepreneurs. des auto-entrepreneurs. Et puis alors, pas de capital aussi, puisque aucune des voitures n'appartenait à Uber. Est-ce que ça va changer ça, Frédéric Fréry, à partir du moment où on a affaire à des travailleurs ou des personnes qui ont des statuts de quasi-salariés? Alors, si ce sont des travailleurs, ça ne changera pas. Ce sera toujours aux travailleurs, en fait, d'apporter leur outil de travail. Ce qui est quand même assez inédit. C'est pas des employés, une nouvelle fois. C'est bien un statut intermédiaire. Nous, en France, on n'est pas habitué du tout à ce genre de choses. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'on aura ce genre de choses, même si y a certains qui voudraient mettre en place ce type de statut. Là, ça veut dire que le salaire minimum, il doit être supérieur à ce qu'il est habituellement. Est-ce qu'il faut amortir
le coût du capital. Alors, on pourrait effectivement le considérer comme ça, hein, c'est tout à fait juste. En l'occurrence, non, c'est le salaire minimum légal. Et donc, il faudrait modifier même la loi sur le salaire minimum. Le salaire minimum légal, il est insuffisant. On est en deçà, en réalité. On est bien d'accord, parce qu'il faut acheter son outil de travail, ce qui n'est pas le cas, évidemment, d'un salarié par définition. Donc, ça pose vraiment plein de questions. Hein, ça pose vraiment plein de questions. Et la solution, pour l'instant, elle va être juridique, je pense. Mais peut-être aussi, comme je le disais tout à l'heure, elle viendra peut-être des concurrents de Uber. Parce que si des concurrents de Uber, comme Takeaway, Just Eat, arrivent à montrer que eux, ils peuvent avoir une rentabilité qui existe en ayant salarié en fait leurs chauffeurs, ça va représenter pour Uber un caillou dans leur chaussure qui est gigantesque, parce qu'ils pourront plus dire que ce n'est pas possible pour eux. Uber a quand même, faut bien comprendre une chose, c'est que Uber paiera à peu près 1,5 milliard par trimestre. Environ, en moyenne, depuis qu'ils existent. C'est pour ça que la question de leur rentabilité après cette entreprise monstrueusement déficitaire. Et on peut il faut nous expliquer pourquoi, Frédéric. Monstrueusement déficitaire parce qu'en fait, ils construisent leur part de marché. Eux, ils sont convaincus qu'en étant les plus gros du monde, eh bien, au bout, c'est eux qui emporteront la mise. C'est une espèce d'idée qu'il y a toujours dans ce genre d'industrie, qui est de winner takes all. Le plus gros emportera la mise à la fin. Enfin, ça, c'est leur discours. C'est leur discours, mais c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font parce que depuis qu'ils existent, ils ont perdu plus de 20 milliards environ, et ils ont une valorisation de 100 milliards. Donc les actionnaires à l'origine ont gagné beaucoup d'argent. Alors ceux de l'origine ont gagné d'argent. Et d'ailleurs, si vous aviez acheté, Guillaume, des actions lorsqu'ils sont rentrés en bourse l'an dernier, vous auriez gagné de l'argent. Ce qui est stupéfiant pour une entreprise qui perd autant. Et c'est intéressant. Qui perd autant, ouais. Pardonnez-moi Frédéric Fréry, dont on ne voit pas en fait quel modèle économique à l'avenir pourrait leur permettre de revenir à la rentabilité. Très honnêtement, je suis professeur de stratégie et je ne vois pas non plus. Moi, ce que je pense en fait, c'est que les taux zéro que nous avons connus dans l'économie depuis un certain temps font que ceux qui doivent gagner de l'argent, les gestionnaires de fonds en fait, ils sont bien obligés de trouver un endroit où il y a une rentabilité, ou du moins où on peut faire une plus-value. Et on a bien vu d'ailleurs que dès que les taux ont commencé un tout petit peu à remonter depuis quelques semaines, la valorisation des entreprises de la tech a diminué. C'est-à-dire que c'est aussi une bulle qui est alimentée par le fait qu'on ne sait pas très bien où mettre son argent quand on en a. Et en ce moment, de l'argent, il y en a beaucoup du fait que l'argent public a les vannes qui sont ouvertes. Et donc, ça peut aussi être une conséquence de ça. Dernière question, mais c'est une question importante. Qu'est-ce qui va se passer en France? Parce que là aussi, il y a Uber, il y a d'autres sociétés de VTC, puis on voit bien que c'est un modèle économique qui s'étend avec, par exemple, Deliveroo. Oui. Alors en France, il y a à peu près 180 000 personnes qui travaillent pour Uber. Et au total, tous les gens qui travaillent pour les plateformes, on estime que c'est à peu près 4% de la population active. Ce qui est quand même pas mal, hein, ça fait plus d'1 million de personnes. Et il y a eu l'an dernier un jugement de la Cour de cassation qui a requalifié un chauffeur en salarié. Et on a pensé que ça ferait jurisprudence. Eh bien, en fait, non. C'est-à-dire que depuis, il y a eu à peu près 400 assignations auprès des prud'hommes et il ne s'est pas finalement créé une jurisprudence bien claire. C'est toujours au coup par coup. Et en plus, évidemment, les plateformes jouent un peu au chat et à la souris. C'est-à-dire que sur chaque jugement, elles trouvent un petit moyen de dire que non, dans cette situation-là, ça ne fonctionne pas. Donc, des fois, ça bascule, d'autres fois, ça ne bascule pas. Pour l'instant, en France, on n'a que des cas d'espèce. C'est-à-dire que c'est des chauffeurs qui eux-mêmes demandent à être requalifiés. Ce n'est pas quelque chose qui a été décidé au niveau de la loi. Merci Frédéric Fréry. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Sans idées impertinentes pour mieux manager » aux éditions Harvard Business Review. Il est 7h23 sur France Culture.